Bienvenue sur le podcast de l'agence 3ème Web. Ici, on décrypte le passage de notre monde au Web 3 pour en comprendre les enjeux et leurs impacts sur notre vie et celle de nos entreprises. Nous voulons que vous profitiez de ces changements plutôt que vous les subissiez. On part alors à la rencontre de tous les acteurs majeurs de cet écosystème. Très bon épisode à tous. Frédéric, aujourd'hui on va parler des DAO, ou organisations décentralisées autonomes. C'est ça, en bon français c'est ça, ou en anglais Decentralized Autonomous Organization, tout le DAO. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous rappeler qui tu es, parce que t'en es à ton deuxième passage sur le podcast. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai eu de très bons échos du dernier, donc bravo Alexis. Ouais, c'était toi qui étais interviewé, donc là... Réalisation technique parfaite. Alors donc, qui je suis ? Moi, je suis Frédéric Ramet, j'ai une société de consulting indépendant, FR Digital, qui s'est spécialisée dans le Web3 et j'apporte mon soutien aux équipes Web3 qui veulent développer leurs projets et aux sociétés qui souhaitent découvrir cet univers et lancer des premières collaborations. Alors, je t'avoue que les DAO, c'est un mot qu'on entend souvent, et pour moi, c'est un peu le pan incompréhensible du Web3, même si maintenant, depuis de nombreux mois, on s'est penché dedans. En fait, je comprends bien à la surface. Ce qui va m'intéresser, c'est qu'on discute d'exemples concrets et que tu nous apportes ton expertise technique pour nous dire comment ça marche. Donc là, le but, c'est vraiment de vulgariser à fond pour que même ma mère puisse comprendre, puisqu'elle nous écoute. Et je vais me faire l'avocat du diable. C'est-à-dire que mon but, ça va être donc te challenger sur la vulgarisation, mais ça va être également de te challenger sur l'utilité d'utiliser le Web3 pour ces organisations-là. Alors, je vais te dire ce que j'en ai compris d'abord. Oui. C'est donc une DAO, il y a le mot organisation dedans. Donc, c'est une organisation qui fonctionne exclusivement avec une gouvernance qui se base sur ses membres. C'est ça. C'est validé ça, tu auras le temps de c'est pas mal du tout. Les règles de fonctionnement sont établies dans un smart contract. Et on verra ce que c'est qu'un smart contract, donc ça je te dirai détailler. Là on y est presque, mais on en reparlera en détail un peu après, mais c'est vraiment pas mal. Merci. Bon, je me suis quand même renseigné, on est dans le domaine. Les règles sont établies et disposées sur la blockchain, ce qui les rend immuables, ce qui fait que quand l'organisation est établie et qu'elle roule, on peut pas la changer, en tout cas pas comme ça. J'imagine qu'on peut quand même apporter des correctifs, mais j'imagine aussi que tu as besoin du consensus de tous les membres, justement, puisque c'est décentralisé et autonome, pour apporter des modifications, et t'as pas quelqu'un à la tête ou un certain nombre de personnes qui se disent « Ah ben non, finalement, on va faire différemment ». T'as besoin du consensus. C'est ça. Je pense que t'as à peu près tout dit. Donc... Et là, c'était mon deuxième point, décentralisé, donc pas de décision prise par la tête. Et donc, j'allais te proposer un exemple. Nexus Mutual, qui est une entreprise d'assurance, se revendique comme étant basée sur la blockchain. Et en fait, je me suis aperçu de deux choses quand j'ai creusé le sujet. La première, c'est donc que les membres investissent via des tokens. Donc pour ceux qui savent pas, les tokens, ça va être, si on fait un parallèle, des actions de l'entreprise sous forme de crypto. Vulgarisation, Frédéric. Mais encore une fois, tu pourras rebondir dessus. Et donc tous les membres vont pouvoir voter des règles de gouvernance de cette entreprise qui est une assurance. Et surtout, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils vont avoir un pouvoir de décision sur la recevabilité ou non d'un cas. T'as un accident de voiture. Et en fait, il y a des règles, mais je sais pas, en cas de litige, on va pouvoir interroger l'ensemble des participants à cette société d'assurance, des actionnaires entre guillemets, sur ok, ce litige, comment on le tranche. Ok. Comment on déroule maintenant? Comment on déroule? Donc oui, t'as bien dit les éléments principaux. C'est une communauté Internet, parce qu'on va utiliser Internet pour faire tout ce qu'on a à faire, qui va décider ensemble des règles d'organisation et qui va pouvoir gérer ensemble un trésor, c'est-à-dire une trésorerie, treasure en anglais, trésorerie en français. Donc une façon de décrire les DAO, c'est de dire que c'est des communautés Internet qui ont ensemble, qui se partagent, on va dire, les actions de la société dont tu parlais et qui vont pouvoir faire ces transactions.
Donc, pour une façon de décrire ces DAO assez simple, ce sont des communautés Internet qui gèrent ensemble un compte en banque. Et c'est d'abord ce que va permettre une DAO, c'est de pouvoir gérer ensemble les transactions de leur compte en banque. Alors, est-ce que je peux me permettre de t'arrêter ? Oui. Dans l'exemple de ma compagnie d'assurance, ça voudrait dire quoi ? Ça veut dire qu'ils gèrent avant tout le budget de fonctionnement de cette compagnie ? Ils peuvent avoir une prise de décision. Dans d'autres... donc, Nexus, je connais pas spécifiquement ces DAO, mais dans la plupart des DAO, ce qui va se passer, c'est que les gens vont écrire des propositions sur un forum, très très simplement, pour pouvoir dire, bon ben voilà, on aimerait que le protocole, l'application qu'on utilise fonctionne de telle manière ou de telle manière. Donc ça, ils vont décrire des règles dans des propositions sur des forums auxquels tout le monde va pouvoir jeter un œil, commenter. Et ensuite, ces propositions sont soumises à un vote. Donc, on reprend cette proposition, on utilise un site qui va permettre d'enregistrer les votes selon que vous ayez dans votre portefeuille ou non ce token dont tu parlais, c'est-à-dire cette preuve d'appartenance à la DAO. Dans ce cas-là, chacun va pouvoir voter comme bon lui semble, et selon si le minimum de participation a été atteint, la décision sera prise en compte. Et dans ce cas-là, la DAO est tenue de mettre en application ce vote. Donc soit il s'agit, comme dans l'exemple que tu citais, de pouvoir donner une décision sur un cas qui s'est passé, donc l'équipe qui est responsable des opérations devra le faire, sinon elle pourrait être démise de ses fonctions par la gouvernance. Dans d'autres cas, ça peut être aussi des transactions automatiques. Imaginons qu'au sein d'une DAO, vous ayez un fonds et que l'ensemble des par exemple toi, tu vas écrire une proposition en disant tiens, ce serait bien que on utilise 20% de ce fonds pour faire une donation à tel projet Foilidaire. Tel projet, le projet Foilidaire, magnifique projet d'ailleurs. Ce qui peut se passer, c'est que de façon automatique à l'issue du vote, la transaction des 20% soit automatiquement effectuée, mise en place. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on a vraiment ce côté, on va dire, autonome, parce qu'elle est non seulement autonome par rapport à une gouvernance, mais elle est aussi autonome dans son exécution. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'ensemble des participants a voté, derrière, automatiquement, il y a des actions qui vont se passer. Alors prenons très bien cet exemple, c'est-à-dire que continuons avec Nexus Mutual, mais imaginons des choses. À la fin de l'année, Nexus Mutual a fait un gros bénéfice et ils disent qu'ils vont verser 20% de ce bénéfice à la recherche contre le cancer des enfants. Oui. Donc là, ce que tu me dis, c'est qu'on va émettre un vote. Sur quoi ? Sur un Google Form ? Une proposition, par exemple. Oui, mais ça, c'est la proposition, c'est 20% du bénéfice qui est reversé à la recherche contre le cancer des enfants. Ensuite, on va soumettre ça au vote de tous les actionnaires, donc les personnes qui possèdent un token sur ce projet. OK. Et donc là, première question, ils vont voter, ils ont un pouvoir qui est variable en fonction du nombre de tokens. Donc, encore une fois, si on fait un parallèle, en fonction de leur importance dans l'actionnariat. Selon les règles qui ont été décidées au début. Voilà. Ok, donc ça pourrait être. Ça peut être. Il suffit d'être dedans ou au prorata de ton investissement. Ça. Soit c'est un token, un token, un vote, ou alors quel que soit le nombre de tokens que j'ai, un portefeuille qui contient un vote. Ok, donc ça c'est le premier point et il est clair. Le vote, il va se faire quelque part sur la blockchain en particulier ou c'est le vote se fait via des outils qui permettent à la fois de s'assurer que la personne a bien ce token et qui vont pouvoir l'enregistrer d'une manière qui soit irréfutable. Et donc il y a certaines actions qui peuvent se passer hors de la blockchain, off-chain comme on dit, mais le résultat lui sera inscrit dans la blockchain. Ok, ce qui fait qu'on ne pourra pas l'altérer, visible à tout le monde. Alors ça, on y reviendra sur le visible à tout le monde. Et ensuite, tu as dit que, toujours dans cet exemple-là, admettons que ce soit voté, donc accepté. Qu'est-ce que ça veut dire que le virement vers une association qui lève des fonds contre le cancer des enfants se fait de manière automatique ?
C'est-à-dire que le smart contract peut être configuré pour pouvoir, suite à une décision suite à un vote, d'envoyer vers telle adresse tel montant. Alors, qui sont des paramètres, par exemple, qu'on a à l'issue du vote. Est-ce que tu peux nous redéfinir donc là, l'idée, c'est que tout le monde puisse comprendre ce que c'est qu'un smart contract. Oui. Et ensuite, nous expliquer comment, dans ce cas précis, il serait configuré pour exécuter ça. Oui. Donc, un smart contract, pour résumer, c'est une application, un bout de code, très simplement, donc qu'on va écrire et qui va être inscrit dans la blockchain et qui va être exécuté sur la blockchain. De cette manière-là, il est immuable, comme tu l'as dit, il est transparent, on peut voir les fonctions du code qui seront exécutées. Le smart contract, il apporte cette preuve, cette sécurité, et donc selon les paramètres qui lui sont donnés, il va pouvoir faire plusieurs actions. Donc ça va dépendre en fait de la programmation qui aurait eu de smart contract, qui aurait été décidée au début de l'organisation, et ça peut faire l'objet de vote également, de les faire évoluer. Et c'est lui qui va dire bon ben voilà, à partir de ce moment-là, on va faire exécuter. À partir du moment où on a une adresse qui est rentrée, on a la validation, il peut y avoir des paiements automatiques qui vont se faire. Donc, si on résume, le smart contract, il exécute la bonne application des règles. Oui. On continue avec mon exemple du virement vers une association caritative. Oui. Ça, alors, pour être précis par rapport à ça, parce que dans l'exemple que tu cites, on peut avoir deux cas de figure. Soit c'est quelque chose qui est, on va dire, paramétré de base dans le smart contract, et dans ce cas-là, la transaction va s'effectuer automatiquement. Ça pourrait être, par exemple, des évolutions. Quel exemple je pourrais te donner? Ça pourrait être par exemple du paiement récurrent à certains employés, par exemple ce type de choses. Il y a d'autres cas de figure où ça va nécessiter une intervention manuelle. D'accord ? Et dans ce cas-là, c'est une personne qui va dire OK, la décision a été prise et donc je vais lancer une transaction. Mais étant donné qu'on se dit être décentralisé et donc avec une gouvernance qui est partagée, on ne va pas remettre à une personne le pouvoir de faire cette transaction. On va utiliser un portefeuille, un wallet, dans lequel il sera nécessaire d'avoir plusieurs signatures pour autoriser une transaction. Ce qu'on appelle un wallet multisig, un portefeuille multisignature. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un va initier la transaction et les personnes qui sont autorisées à la valider pourront l'examiner et elles-mêmes la valider. Et quand toutes les personnes nécessaires, par exemple s'il en faut 3 sur 5 ou 50 sur 100, on est plutôt généralement sur 3 sur 5, l'ont validé, la transaction sera effectuée. Donc c'est une autre façon, même si c'est pas complètement automatisé, de s'assurer que le vote sera bien exécuté et partagé en termes de responsabilité. Alors c'est parti pour les questions. Est-ce que tu peux nous redéfinir un wallet ? En fait, je vais t'accorder une petite pause et je vais le faire. Et puis tu compléteras évidemment si nécessaire. Un wallet, c'est un portefeuille digital dans lequel on va pouvoir stocker, un peu comme dans un vrai portefeuille en fait, de l'argent sous forme de crypto, mais des NFT, ça on va pas le définir là maintenant, mais comme on aurait dans un vrai portefeuille des photos, on pourrait y stocker des NFT, qu'elles aient des utilités ou non. Et donc le wallet, c'est quelque part l'adresse à laquelle tu existes sur la blockchain et où tu stockes tes actifs que tu as sur la blockchain. Alors oui, c'est ça. Et si on veut préciser un petit peu, finalement le wallet, ce que c'est en termes d'objets, c'est donc du code informatique sous forme d'application. Donc ça peut être une application mobile, ça peut être une application qui est installée sur le navigateur, et elle va être capable d'authentifier, de vous authentifier, d'authentifier votre connexion, et ensuite de pouvoir aller voir sur la blockchain quel est l'état et le solde de votre compte. Donc en fait, en vrai, le portefeuille en lui-même ne détient rien, c'est-à-dire que tout reste sur la blockchain, mais il permet d'aller consulter votre compte sur la blockchain et de pouvoir effectuer des opérations en votre nom. Ok.
On termine juste encore une fois sur l'exemple de la transaction. Ce qui se passe, c'est donc que le smart contract, il va réussir à comptabiliser les votes qui sont pour et qui sont contre. Et dedans, on inscrit s'il y a X% de votes et minimum 50 votes et que tout ça a été fait avant telle date et que ces conditions-là sont réunies, je déclenche mon virement pour une association caritative pour reverser les bénéfices. Oui. Ou demander une transaction multisignature. Ouais. Voilà. Est-ce que on crée des smart contracts pour chacun de ces votes, où il y a une sorte d'espèce d'énorme smart contract dans l'organisation, qui ensuite a des bouts de... Parce que là, on a pris un exemple, mais on pourrait dire un smart contract pour reverser des primes à la fin de l'année, un autre pour décider d'investir dans des nouveaux ordis pour tout le monde. En fait, est-ce que tu crées un smart contract à chaque fois que tu as un vote pour récupérer les informations et les mettre en application ou non? Alors, je vais repartir un petit peu en arrière, d'accord. L'ADAO, c'est une couche de différents outils, d'accord, qu'on va utiliser. À la base, la DAO a été créée pour pouvoir gérer du code, parce que quand on a commencé à faire des smart contracts et à mettre des applications sur la blockchain, donc elles peuvent s'exécuter toutes seules, mais après la question était de savoir comment est-ce qu'on la gouvernait. Donc c'est à ce moment-là que sont apparus ces outils assez tôt dans l'histoire de la blockchain, et en tout cas suite au smart contract. Et dans ce cadre-là, t'as un outil qui va te permettre de gérer les propositions, un autre outil qui va te permettre de faire les votes. Donc, c'est une plateforme sur laquelle on va pouvoir aller déposer. On inscrit son organisation, donc avec l'adresse du wallet qui aura été créé, du portefeuille de l'organisation. Et c'est au travers de cet outil qu'on va faire les votes et qu'on va valider le vote. Et ensuite, l'exécution est prise en charge par vraiment l'ADAO et les programmes de l'ADAO en elle-même. D'accord. Donc il n'y a pas un gros smart contract qui va gérer l'ADAO et gérer les votes. On va utiliser un outil pour les votes et ensuite on va s'en servir pour déclencher ou pas certaines actions au sein de l'ADAO, au sein du programme informatique qui est régi par une communauté d'utilisateurs. Est-ce que s'il n'y a pas d'action possible derrière, je te dis, tu vas pas pouvoir par exemple commander, je continue avec cet exemple, tout le monde était sur PC, c'est vraiment l'exemple qui me passe par la tête, mais peu importe, je pense qu'il sera clair. Toute la boîte vote pour non, on veut passer sur Mac, c'est beaucoup plus fiable, beaucoup plus rapide. C'est pas un smart contract qui va prendre ses petites jambes et aller acheter des Mac chez Apple. Non, donc là, on va s'arrêter on a collecté les votes et on les inscrit dans la blockchain pour que tout le monde puisse les consulter et pas pouvoir les remettre en cause. Il y a des DAO qui gèrent des projets qui sont à 90% ou 100% autonomes parce qu'ils ont vraiment besoin de personne pour s'exécuter. Par exemple, c'est le cas de Uniswap qui est un exchange décentralisé. Et dans ce cas-là, le code a été fait et il tourne tout seul. On peut y apporter des évolutions, mais en lui-même, il continue de tourner quoi qu'il arrive. Et il continue de gérer aussi des bénéfices qui sont redistribués au sein des gens. Donc ça, c'est, on va dire, le cas le plus extrême, le plus pur informatiquement. Et ensuite, c'est développer toute une série d'autres organisations qui vont reposer un peu moins sur des applications 100% automatisées, mais qui vont entraîner d'autres interactions comme celle que tu parles. Donc, dans ce cadre-là, tu as des équipes qui se mettent en place et donc qui vont faire la gestion opérationnelle et qui vont être en charge effectivement de ces achats, de pouvoir les reporter, de pouvoir faire les transactions également. Et s'assurer aussi d'un côté de tout l'ensemble des opérations marketing qu'il peut y avoir, vraiment tout le côté opérationnel. En fait, dans l'écosystème, ou en tout cas dans l'architecture des DAO, il y a la communauté qui constitue les membres de la DAO. Généralement, tu as un conseil qui aura initié, défini les règles au départ et qui va continuer de s'assurer que les choses vont bien et qui seront rémunérés aussi pour ça. Et une équipe opérationnelle qui va être nommée, soit par vote, soit par le conseil, et qui va gérer les opérations. Donc ça pour la DAO.
Et ça peut s'appuyer, et ça s'appuie souvent sur une société externe qui va fournir un ensemble de services. Parce qu'après, il y a des interactions avec le monde réel sur les achats qui est parfois un peu compliqué pour les DAO, parce que pour l'instant, il y a quand même un flou sur sa représentation légale. Et puis par ailleurs, parce que il y a aussi besoin d'avoir des devs à des moments qui vont apporter telle ou telle chose, ou des équipes marketing, etc. Donc on a des DAO qui existent et qui sont un peu comme des fondations, on va dire, donc qui vont œuvrer pour un bien général et qui sont soutenus par des sociétés. Alors j'ai plein de questions pour toi. La première, c'est, tu as parlé de reconnaissance légale. Oui. Quand tu me racontes DAO, ce que je vois, c'est plus mode de fonctionnement. C'est-à-dire que je pourrais avoir, continuons dans les associations. J'ai créé une association qui lève des fonds contre le cancer. J'ai des membres, des adhérents. Loi 1901, déclarée en France comme n'importe quelle organisation. En revanche, j'ai décidé qu'au lieu d'avoir une AG tous les ans, de faire des votes à main levée, de faire un compte-rendu, etc., le fonctionnement de mon association se fera sous forme de DAO. Pourquoi est-ce que le côté reconnaissance légale est important là? Parce que finalement, ça regarde personne comment je structure ma boîte et comment je la fais tourner. Parce que tu as l'association. Et donc, c'est elle qui va porter, on va dire, l'identité légale de ta DAO. Donc, dans ce cas-là, c'est la meilleure façon de faire, je pense, en ce moment en France. Ça pose pas de souci. Après... Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, du coup? Enfin, pourquoi est-ce que tu disais... Par exemple, toi et moi, on décide de faire une DAO avec une dizaine d'autres personnes. Dans ce cas-là, on peut créer une sorte de compte en banque en ligne, donc en créant un wallet pour cette organisation. Et puis, cette organisation-là va pouvoir faire des achats et de la vente sur Internet. Donc, principalement côté Web3, parce qu'on peut investir dans un NFT, on peut investir dans un DeFi, on peut faire déjà beaucoup de choses. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as une organisation qui est décentralisée et qui effectue ses actions. Mais alors, qui est le responsable de la DAO? Bonne question. Théoriquement, personne. Théoriquement, personne. C'est un peu comme pour le cas du peer-to-peer, parce que, étant donné que c'était distribué, c'était compliqué, du coup, de déterminer un responsable, donc il y a eu flou juridique pendant un certain temps. Là, on a un peu le même type de problématique. Donc, aujourd'hui, il y a certaines jurisprudences, certains cas qui se posent et qui amènent à penser. Par exemple, il y a pour Uniswap des gens qui ont voulu porter plainte contre le protocole en disant j'ai perdu de l'argent parce que j'ai investi dans des crypto-monnaies, j'ai utilisé cet échange centralisé, cette place de marché qui les avait présentés, donc voilà, je l'attaque. Mais alors qui en attaque, puisque en fait elle n'a pas d'existence physique, elle est dans aucun pays, elle a pas de juridiction, donc elle n'est pas attaquable. Ce à quoi il y a dans d'autres cas, par exemple là, un cas où est-ce que le juge disait très bien, puisqu'elle n'est pas attaquable, je vais m'adresser aux personnes qui ont fait les votes et donc pris la décision de mettre ça en place. Et donc pour moi, les responsables, c'est l'ensemble des gens qui ont voté. Potentiellement un millier de personnes. Wow. Donc voilà, donc c'est ce type de problématique. Donc ça, on est en train de chercher aujourd'hui la définition juridique. Il y a certains pays qui sont un peu plus en avance. Dans le Wyoming, donc aux États-Unis, ils autorisent à ce que les DAO soient représentés par une LLC. Limited Liability Company, si je me trompe, qui est un format d'entreprise aux États-Unis, et donc il lui donne une existence légale. Et par exemple, il y a CityDAO au Wyoming qui ont acheté des terrains, donc ils ont acheté des terrains. Tu veux dire dans la vraie vie et pas dans un métaverse? Dans la vraie vie. Incroyable. Tout ça. Et ils sont réunis, donc ils sont quelques milliers d'investisseurs. Ils ont acheté des parcelles de terrain. Et ça, ils ont pu le faire, et ça appartient vraiment à la DAO en elle-même. Ok. Et sorti du Wyoming, du coup, les choses sont beaucoup plus complexes. C'est un sujet qui va passer, qui sera examiné par les régulateurs, et c'est
Aujourd'hui en Suisse, il y a des critères qui permettent de déterminer une DAO. Donc voilà, si on veut creuser, je pense qu'il faut regarder ce côté-là pour l'Europe. Mais de toute façon, c'est un sujet comme la crypto commence à se faire réguler, comme la DeFi sera régulée dans les 3 ans à venir, les DAO vont aussi prendre une existence légale dans notre panorama. T'as dit tout à l'heure que la fonction première, c'était de gérer de l'argent. Oui, c'est la fonction. Pourquoi insister là-dessus plus que alors la rémunération des employés, c'est un mauvais exemple parce que c'est aussi de l'argent, oui. Mais décider de la stratégie d'une boîte, par exemple, etc. Ça s'applique tout ça. Je suis Aston Martin. Je décide que maintenant toute la boîte peut participer à la stratégie produit. Les gars, la prochaine voiture, vous voulez que ce soit une voiture de sport ou un SUV? Disons que tu auras moins besoin de la blockchain pour faire ça. Et ça, pour le coup, en tant qu'Aston Martin, tu pourrais le faire et tu serais suffisamment légitime à le faire. La blockchain pourrait t'apporter quelques avantages, mais finalement, ça serait sans doute moins important. La base, c'est de pouvoir... Je me permets de t'interrompre. Ouais. Ce que tu veux dire, c'est qu'on pourrait justement très bien le faire différemment, récolter les votes, tout à fait. Les afficher dans le panneau d'entrée et tout à fait. Moins de... Et publier son code en open source et montrer patte blanche serait possible également. Et pourquoi est-ce qu'on pourrait pas le faire avec de l'argent comme c'est le cas aujourd'hui où il y a des boîtes qui publient des comptes? Alors, ce serait possible. Par contre, elles le font pas facilement. En tout cas, par exemple, là, pour l'exemple des votes, s'ils le mettent pas en place, c'est qu'ils ont pas tellement d'intérêt ou d'envie d'aller dans cette direction-là. Donc, en fait, dans l'exemple d'Aston Martin. Ouais, ça j'ai bien compris. Sauf que c'est un exemple. Je veux dire, qui veuille pas remettre la stratégie sur tous les employés, je le comprends. En revanche, et c'est effectivement la question que je me pose depuis que je t'écoute, donc la blockchain apporte ce côté immuable, etc., etc. Bah, si c'est un moyen de stocker de l'information et de la rendre accessible à tous, bah, autant s'en servir. Et donc, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que ce serait moins intéressant pour une stratégie d'entreprise que pour la décision de qu'est-ce qu'on fait des primes en fin d'année? Parce que ça se smart contractise pas le développement produit. Alors, côté Aston Martin, si je suis uniquement dans mon écosystème informatique, finalement, ça sera beaucoup moins compliqué de le faire de façon centralisée. Ah, alors que la DAO, tu peux avoir tes participants qui sont partout dans le monde. Oui, et puis techniquement, c'est quand même plus complexe à faire. Par contre, si t'es Aston Martin et t'as besoin de collaborer avec d'autres acteurs, des équipementiers, un réseau complémentaire, peut-être que là, eux vont dire bon bah, je vais pas forcément faire confiance au système informatique d'Aston Martin parce que je sais pas trop ce qui va s'y passer derrière. On préférait avoir quelque chose qui soit clair et lisible par l'ensemble des participants, et dans ce cas-là, on revient à quelque chose qui serait plus intéressant à faire côté Web3. C'est clair. Parlons de la modification des règles. En me renseignant, tous les articles disent une fois que la DAO est lancée, elle est sur sa lancée, on peut pas bouger les règles. J'imagine que c'est pas exactement vrai. C'est comme tout le reste. Ça se passe par un système de vote. Le smart contract de départ, il disait ça. On s'est aperçu que c'était pas idéal parce que. Et donc là, dans ton forum, il y a des gens qui vont dire ah quand même cette partie-là, elle est pas idéale. Nous, ce qu'on vous propose, c'est ça. On fait voter les gens. Oui, c'est ça. Là-dessus, il y a un truc qui est super intéressant, c'est, on va dire, la première DAO qu'il y a eu sur Ethereum. Donc, tu connais ETH, quand même. Ethereum, Vitalik Buterin. Bon, Warcraft, en fait, il y en a deux. Il y a de blockchain Ethereum. Ah bon, t'as la blockchain la plus connue et t'as la blockchain classique. Pourquoi est-ce qu'il y en a deux? Donc, ils ont monté une DAO pour assurer la gouvernance de la blockchain Ethereum à ses débuts. D'accord, donc ils sont engagés de la manière dont on s'est dit, ils sont engagés sur des forums, puis ils se sont dit que ça serait bien de se regrouper et de mettre en commun et donc d'avoir de la trésorerie pour pouvoir faire différentes actions de promotion, d'évolution, embaucher des gens.
Et donc ils ont rassemblé ces fonds, et donc il y a toute une série de personnes qui sont venues apporter leurs ETH au sein de cette DAO, qui s'appelait The DAO. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un hacker qui a profité du coup d'une faille pour pouvoir dérober, je crois que c'était à l'époque 150 millions de dollars d'ETH. Comme il y avait une période pendant laquelle ces fonds-là étaient bloqués, ils ont eu le temps de pouvoir consulter et prendre une décision. Et la question était la suivante. Est-ce qu'on doit modifier le code source de la blockchain pour empêcher ce genre d'agissement? Et donc, dans ce cas-là, on va changer le code, et donc on va faire ce qu'on appelle un fork, en anglais, c'est une fourche dans le code, une autre version. Et donc, il y a une majorité qui s'est prononcée en faveur de ça. Et après, il y avait toute une autre partie de la communauté qui disait, à partir du moment où on dit que c'est immuable, donc ça existe comme ça, et on va continuer avec l'ancienne version. Et donc, eux ont continué avec l'ancienne version d'Ethereum. Donc c'est pour ça qu'il y en a deux qui existent aujourd'hui. Et donc cette DAO, elle a récupéré donc son trésor de guerre et a pu évoluer par la suite. Et les deux s'appellent Ethereum? Alors une s'appelle Ethereum, l'autre Ethereum classique. Ok. Et il y a eu le même genre de, un deuxième exemple de ce style-là. Sur Cosmos, plus récemment, il y a un protocole de DeFi qui s'appelle Juno, qui de la même manière a été en quelque sorte hacké, c'est-à-dire que à un moment, un acteur est venu et a pu acquérir la majorité des tokens et donc faire voter ce qu'il voulait. Et le même débat a eu lieu dans la communauté de se dire, bon voilà, est-ce qu'on doit changer les règles? Est-ce que ou est-ce que voilà, c'est comme ça. Donc, alors attends, je t'arrête juste. Il peut y avoir des décisions pour faire évoluer, donc forquer, changer le code. T'aimes pas qu'on t'arrête avant d'avoir fini, je commence à te connaître. Tu t'es tiré une balle dans le pied là, parce que t'as dit Cosmos est un protocole de DeFi. Ouais. Bon courage là, pour nous. C'est mot compte triple. Ah, exactement. Bingo loto. Exactement. Bingo loto, on le retient quand même. Alors, Cosmos est une blockchain, comme peut l'être Ethereum, avec des caractéristiques techniques qui sont différentes, mais c'est une blockchain. Dans laquelle il y a différents types de projets. Certaines catégories de projets sont des projets de finance, donc qui permettent de gérer des opérations financières. Typiquement de pouvoir déposer de l'argent et d'avoir du coup un rendement sur ce dépôt. De pouvoir déposer de l'argent et en échange de ça, en emprunter une partie, par exemple 50% de ce que vous avez déposé, de pouvoir échanger de l'argent les uns avec les autres. Toutes ces opérations financières qui peuvent être faites au sein de la blockchain, et donc d'individu à individu au travers de protocoles automatisés. Donc tout ça s'appelle la DeFi, la finance décentralisée, Decentralized Finance. Alors, c'est ce que j'allais te dire. DeFi égale Bitcoin en fait. C'est gestion de flux financiers en se passant d'un organisme central comme une banque européenne ou une banque normale ou la logique est la même. Bitcoin, ce qui est important. Bitcoin, c'est la première crypto dans le monde. Et pourquoi c'est la première crypto dans le monde? Parce que c'est la première chaîne publique dans le monde. C'est-à-dire celle que tout le monde connaît, que tout le monde peut fréquenter. Ce que ça permet de faire, c'est d'envoyer ou de recevoir de la valeur entre n'importe qui dans le monde. À partir du moment où tu as un accès Internet et un ordinateur, tu peux envoyer de l'échange à n'importe qui. 50% des Nigérians ont du Bitcoin. C'est une info. Alors, c'est d'autant plus important dans des pays qui ont moins de services bancaires que nous, parce que nous, dans ce cas-là, la seule autre possibilité de faire des échanges de toi à moi, c'est d'utiliser du cash, ce qui est pas possible dans le monde digital. Et donc, ce qui fait de Bitcoin la première infrastructure publique de paiements digitaux. Et quand on dit infrastructure, c'est quelque chose qui est possédé par personne en particulier et que chacun peut utiliser.
Donc en fait, c'est vraiment ça l'esprit, c'est-à-dire qu'il y a une infrastructure publique qu'on peut utiliser et sur lesquelles on va venir greffer, on va venir ajouter comme un peu du Lego. On appelle ça parfois le Lego géant. Mais à partir du moment où tu as cette infrastructure publique qui est à disposition, je peux venir dessus proposer un service complémentaire pour optimiser des transactions ou pour faire des offres de prêt ou des offres de dépôt. Si tu peux mettre en place une infrastructure publique de paiement grâce à la blockchain, finalement, il n'y a pas très loin à pouvoir offrir d'autres services de ce type. C'est-à-dire qu'on peut remplacer, et pas uniquement pour les transactions, mais aussi, donc, c'est là qu'on utilise smart contract, c'est-à-dire qu'on peut offrir d'autres services qui sont disponibles publiquement et sur lesquels les gens vont pouvoir offrir d'autres services. Et donc là, c'est ce qu'on voit par exemple avec des marketplaces de NFT ou ce genre de choses. Donc on construit sur une infrastructure qui est open source et publique. C'est parfaitement clair. Avant de continuer sur des exemples concrets, parce que tu m'as dit que tu en avais certains et ça m'intéresse de les découvrir. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on consulte la blockchain ? Oui. C'est-à-dire que, étant donné que c'est un registre qui est public, oui, et que on continue avec Nexus Assurance, et on continue avec le fait que les actionnaires ont voté pour le fait que à la fin de l'année, les bénéfices, 20% seraient reversés à la recherche contre le cancer des enfants. Comment concrètement, moi, Alexis, qui suis pas dans cette boîte, je vais aller, j'entends ça dans les journaux en disant c'est super, ils ont fait plein d'argent et en plus ils sont généreux. Vérifier que c'est vrai, que les votes ont bien eu lieu, qu'il y a bien eu les bons nombres de votes et que l'action a bien été effectuée. Oui. Comment, concrètement ? Tu ouvres un navigateur internet. Ça, je sais faire. Tu vas sur un site qu'on appelle explorateur de blockchain. Donc, chaque type de blockchain a son propre explorateur. Ce que ça va faire, c'est que ça va aller lire dans la blockchain et que ça va t'afficher les informations de la blockchain. Donc, qu'est-ce que tu vas y trouver ? Tu vas pouvoir voir qu'il y a une adresse d'un portefeuille qui a envoyé à telle autre adresse tel montant et que tout le détail, tu vas le retrouver dans une transaction. Donc, quand tu cliques sur la transaction, tu peux voir l'adresse, la date, l'heure, le montant et les différents détails. Cet explorateur-là te permet de voir le détail d'une transaction, te permet d'aller voir un contrat, donc un smart contract qui est en ligne, et là, tu peux aller voir quelles sont les différentes fonctionnalités qui ont été publiées et qui donc sont disponibles. Et c'est là-dedans que je vais retrouver mes votes ? Ça, tu retrouves les transactions qui sont liées à la blockchain. Et tu vas pouvoir retrouver certains votes sur des votes qui sont gérés par exemple par Snapshot dont je te parlais tout à l'heure. Lui-même au sein du site permet d'avoir une interface qui est un peu plus sympa que des lignes et qui va te permettre de retrouver le nombre de votes, qui a voté pour, qui a voté contre. Ok, donc la blockchain, elle va me permettre, ton navigateur qui permet d'explorer la blockchain, je vais avoir les transactions dessus. En revanche, le vote, il sera pas stocké là, en fait, ou il sera pas lisible à ce niveau-là. C'est que il y a beaucoup de DAO qui sont toujours sur Ethereum. Ce qui s'est passé à un moment, c'est que les transactions coûtaient super cher. Donc c'est compliqué de demander à des gens de participer à la communauté et de voter régulièrement si à chaque fois qu'ils doivent voter pour quelque chose, ils doivent dépenser 50 € de frais de transaction. Alors ça, je peux peut-être expliquer juste, oui. C'est pour rémunérer les mineurs qui valident ces transactions et pour les rétribuer de l'énergie, parce que j'ai l'impression que tout ça, c'est quand même très lié à l'énergie dépensée par les ordinateurs. À chaque fois qu'une opération est faite sur la blockchain, il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye. Et là, je sens que j'ai fait 75% du boulot seulement. Là, t'es vraiment pas mal. Alors, quand on parle de mineurs, on peut parler plus globalement de validateurs. Okay, c'est-à-dire que plus large. Pour s'assurer que les transactions sont fiables sur le réseau, que le réseau fonctionne bien, que la blockchain fonctionne bien, il y a des acteurs qu'on appelle validateurs qui vont être en charge de cette vérification-là et de s'assurer qu'effectivement, il n'y a pas eu de défaut. Et donc ensuite, on compare le résultat des différents validateurs et ça permet de dire qu'une transaction est valide ou pas. Pourquoi ces validateurs font ce travail-là ? C'est parce qu'on les récompense
pour ce travail, pour s'assurer du bon fonctionnement, et donc on les récompense avec un jeton. Et donc ce jeton-là, d'où il vient? Il vient des utilisateurs. Donc c'est vraiment, voilà, ils sont récompensés par rapport au travail qu'ils font, et c'est quelque part logique et sain qu'on paye une transaction, qu'on fait des actions par la blockchain, parce que pour le coup, on s'assure par ce biais qu'il y a bien quelqu'un, qui sera payé, qui va bien faire son boulot derrière. Et qui sera rétribué pour l'énergie, son ordinateur. Alors, l'énergie, etc. Mais il peut y avoir d'autres formes. L'énergie, c'est ce qu'on appelle la preuve de travail, qui va faire en sorte qu'on va vérifier ces résultats, ces transactions, grâce à un travail de l'ordinateur. C'est simple. Après, il y a d'autres types qui sont mis en place, notamment avec une évolution d'Ethereum, qui passe par une preuve d'enjeu. Donc, pour schématiser, le validateur va engager un gros montant. Et si on s'aperçoit à un moment qu'il essaye de frauder, on va lui retirer ce qu'il avait mis en jeu. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça la preuve d'enjeu. Il devient un méga investisseur du projet. Non, c'est-à-dire qu'il aurait été identifié comme un mauvais acteur. Ouais, mais au moment où il met plein d'argent sur la table. En fait, tout dans la preuve d'enjeu, les différents validateurs, pour pouvoir accéder à ce statut de validateur, doivent mettre en jeu un certain montant de tokens qui peuvent être relativement importants. Et donc, c'est ce qu'il risque de perdre s'il a un mauvais comportement. Ok. Ah oui, ok. Mais c'est aussi ce qu'il risque de perdre si le projet foire et que finalement c'est le token voit sa valeur. Tout à fait. Mais après, en fait, c'est fonction de la valeur de la blockchain. D'accord. Si tu es validateur sur une petite blockchain, effectivement, ça va être limité. Après, par exemple, sur Ethereum, là, pour le coup, ça coûte beaucoup plus cher. Mais dans le même temps, il y a aussi des gains qui sont plus intéressants, et tu sais que ça va pas s'effondrer du jour au lendemain. Donc en fait, voilà. Et alors, juste un dernier mot avant de passer sur d'autres exemples de DAO. Tu m'as dit que sur la blockchain, via mon navigateur, je pouvais aller consulter les transactions. Je reviens sur Nexus Mutual. Il y a un moteur de recherche qui me permet de trouver ce qui se passe sur le wallet de... Je sais pas sur Nexus. Non, mais en fait, d'une manière une des générale, problématiques aujourd'hui, et c'est là où côté Web3, il y a un effort à faire, c'est en termes d'expérience utilisateur. Aujourd'hui, même si toi demain tu vas aller voir l'explorateur, c'est assez difficile, puisque il faut que tu puisses savoir que le numéro de référence du contrat, c'est bien celui qui est utilisé par tel acteur. Donc, ce sont des choses qui se fait. Il y a plein d'enquêteurs sur Telegram qui suivent et qui décryptent tout ça et qui font un boulot fantastique. Là, je refais peut-être une petite pause et j'essaye de compléter ton propos. Chaque wallet a une clé publique, donc une suite de caractères relativement longue qui ne veut rien dire. C'est des suites de chiffres et de lettres qui sont disposées de manière aléatoire et qui sont adossées à un wallet. Et au moment où le wallet de Nexus Mutual, qui s'appelle en fait pas Nexus Mutual, mais qui s'appelle XYZ12345, fait le virement à mon association qui s'appelle YB324, ça va être inscrit dans la blockchain. Et donc, ce que ton navigateur va me montrer, c'est la première clé incompréhensible et la deuxième. En revanche, et donc là, tu parlais des enquêteurs, comme c'est des clés publiques, mais qu'elles sont pas nominatives, il faut ensuite déduire qui a envoyé de l'argent à qui. C'est ça. Okay. Et typiquement, ce qu'on fait régulièrement quand on va interagir avec, on va dire, des protocoles qui sont relativement peu connus, on s'assure d'avoir la bonne adresse de contrat et donc d'aller sur, par exemple, le site ou la documentation et de bien vérifier et de bien prendre en compte ce numéro de contrat, parce que sinon après ça peut donner lieu à des arnaques, des choses de ce genre. Donc ce côté identification et de pouvoir lire facilement les données, aujourd'hui c'est pas ça. Il y a des gens qui fabriquent des outils pour faciliter cette lecture et pour pouvoir faire remonter tout ça beaucoup plus facilement. Aujourd'hui c'est un peu fastidieux. Et on va voir apparaître des annuaires publics qui disent telle clé publique, en fait continuons avec, et encore une fois c'est hypothétique, Nexus Mutual accepte qu'on connaisse sa clé publique, donc la suite de caractères 1, et donc en fait ensuite je pourrais réconcilier les deux, et il y a d'autres acteurs qui diront tout à fait. Moi je suis une personnalité hyper connue, je veux pas qu'on sache que j'ai des millions d'euros en crypto sur mon wallet, et donc je reste caché derrière ma clé. Tu restes caché. Après, les autorités ont des moyens avec des concordances d'indices de retrouver une identité.
même ça. Je te parlais pas d'un cas de fraude particulièrement, mais c'est juste de la discrétion. Mais à terme, on pourrait voir arriver des sortes d'annuaires. Alors, aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle ENS, par exemple, Ethereum Name System. École nationale supérieure. Non, Ethereum Name System, qui permet de faire le lien entre un libellé en langage naturel, typiquement Alexis, et ton adresse. Et donc, quand tu t'inscris, donc que tu crées ton ENS au travers du site, il va te permettre de lier les deux. Et c'est un protocole qui est reconnu par les autres applications, et donc ça te permet, au lieu de rentrer cette suite de lettres, d'avoir simplement alexis.eth, et donc de pouvoir payer ou de pouvoir être identifié. Donc souvent, si vous allez sur Twitter, vous allez voir, il y a des gens qui ont leur alexis.eth. Mais donc ça vient d'une démarche 2. Il n'y a pas justement des personnes qui se sont dit tiens, là je sais que c'est Nexus Mutual et je vais moi-même les référencer en tant que tel alors ça doit exister. Hein, mais le fonctionnement normal pour l'instant, c'est le propriétaire du wallet qui se déclare. Oui. Attaquons les exemples. Oui. Pour que ce soit encore plus clair, maintenant qu'on a fait cette théorie, je pense clair également. Mais est-ce que, donc là, j'ai pris cet exemple d'assurance qu'on a développé avec plusieurs cas d'utilisation. Est-ce que tu en as d'autres? L'idée, c'est de trouver des exemples où on se dit, ah ouais, là, le Web3 apporte quelque chose. Et c'est là où c'était intéressant, notre exemple fictif d'Aston Martin, c'est de se dire, bah, en fait, au sein du bâtiment, le Web3 apporte pas quoi que ce soit de vraiment non, c'est surtout sur la coopération entre individus, la coopération entre entités, on va dire, compagnies, etc. Je pense que c'est là où il y a les choses les plus intéressantes. Alors, comme exemple, il y a un exemple qui était assez rigolo, entre guillemets, qui était Constitution DAO. Donc c'est un groupe d'individus, je crois qu'il y a été quelques milliers. Leur objectif, c'était d'acheter la première, l'original, ça, ou la copie originale de la Déclaration d'indépendance des États-Unis, qui avait été mis en vente. Donc ils ont monté un Discord et ils ont annoncé leur objectif. Donc il y a pas mal de gens qui les ont rejoints pour que collectivement ils aient cette propriété, parce que c'est un autre des points importants de la DAO, c'est que ça te permet d'avoir une propriété collective et partagée donc entre plusieurs individus. Donc ils ont rassemblé 47 millions de dollars, ce qui est quand même pas mal. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas eu l'enchère, et c'est une autre personne qui a mis plus. Et donc ils se sont retrouvés avec cet argent, et donc ils ont voté au sein de leur DAO pour se dire bon bah voilà, qu'est-ce qu'on va faire de cet argent. Je crois qu'il a été redistribué, mais voilà, donc ça peut être des gens qui se regroupent pour faire des achats groupés sur la Constitution DAO. Je crois qu'il y en avait une autre qui voulait acheter une équipe de basket, mais qui l'a pas. Ouais, c'est ça. Moi j'attendais que tu me. Bah oui. Ouais, mais j'ai cru que la fin de l'histoire allait être un peu plus sexy en fait, Fred. Tu préfères le basket Non, c'est pas ça, mais on aurait pu dire ils ont organisé le plus gros concert jamais vu de l'histoire de l'humanité. Enfin, mais je vois l'idée. Mais pour le coup là, et puis c'était propre. Et c'est un bel exemple parce que justement ils ont fait ça proprement. Et il y a personne qui s'est barré avec l'argent. Ils ont pris la décision. Sur l'équipe de basket, je sais pas s'ils ont pu l'acheter pour les raisons légales dont on parlait tout à l'heure. Donc je sais pas si ça a été au bout. Parce qu'après, on peut créer beaucoup de DAO, on peut annoncer plein de choses. Ce qui est compliqué, c'est de voir au fur et à mesure lesquels continuent d'être là et lesquels avancent. Un autre exemple, un exemple Friends with Benefits. Alors là, c'est ce qu'on appelle une social DAO. C'est-à-dire que c'est la possession du token te permet d'accéder à une communauté. Et donc de pouvoir accéder à un Discord, par exemple, dans lequel tu vas parler avec différentes personnes qui elles-mêmes ont ce jeton. Donc c'est des token gated communities, c'est-à-dire des communautés dans lesquelles on peut rentrer uniquement si on a le token. Et donc là, à partir de là, eux ensemble font plutôt des événements qui sont, alors il y a des événements physiques dans certaines villes, ils mettent en avant des collaborations avec des marques et ont un peu un rôle mix entre une communauté et une agence. Donc voilà. Typiquement là-dessus, pourquoi est-ce que tu as besoin d'une DAO? Finalement, c'est un club privé. Tu pourrais avoir un salon à Paris, une liste de gens qui ont le droit de rentrer, une carte d'identité. Pourquoi la DAO là? Comment tu gères ton compte en banque? On en revient à ça. Parce que du coup, c'est obligé d'être déclaré au nom de quelqu'un. Et ce serait pas décentralisé. Ok. Donc
pourrais faire la même chose. Mais là, et ce qui est assez puissant, c'est que tu peux faire ça effectivement déjà à Sainte-Paris, mais tu peux le faire partout dans le monde parce que pour le coup, si tu le fais avec une entité centralisée, alors c'est beaucoup plus lourd, on va dire, en termes de démarche, mais quand tu commences à le faire au niveau international, ça devient encore plus compliqué puisqu'il y a les régulations de chaque pays qui sont à prendre en compte. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus rapide. C'est marrant parce que depuis le début, j'ai l'impression que le gros avantage, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir rassembler des gens qui viennent de partout, littéralement de partout, et de faire fonctionner d'une manière transparente et simple tous ces gens ensemble, et en s'affranchissant des frontières en fait. Oui. Un autre exemple, c'est Bankless DAO. Bankless, à la base, c'était un média. Donc sur le Web3, sur la blockchain, etc. Et ils ont développé une activité donc de service, vraiment de consulting. Et donc ils ont mis en place une DAO pour ça, donc de pouvoir rassembler des gens et de pouvoir proposer des services. Et là, l'avantage, c'est que ça leur permet de gérer des paiements en interne. Par exemple, au sein de la DAO, il peut y avoir un consultant, il peut y avoir un développeur, et donc ils vont dire, bah tiens, telle mission m'intéresse, moi je vais venir dessus, et ils vont être rémunérés directement par la DAO. Donc par une entité qui est pas fiscalisée aussi, pour le dire clairement, qui pour l'instant, donc ces paiements-là sont directs, et ça permet un fonctionnement, on va dire, plus libre, plus autonome. Donc Bankless DAO a aussi, on va dire, une entité, une agence proprement dite, qui fonctionne et qui va gérer la relation client, mais elle s'appuie sur cette DAO pour avoir des ressources et pour pouvoir élargir en fait sa communauté d'intervenants. On pourrait voir LinkedIn faire quelque chose d'un peu similaire. Tu mets des offres d'emploi avec le tarif de la mission en tant que consultant, et ensuite tu mets le contrat sur la blockchain, donc tout le monde est assuré que ce contrat a bien eu lieu, etc. Fin de mission, tu trouves un moyen que les deux parties valident que tout s'est bien passé, et le paiement se fait automatiquement. Tu pourrais même te dire que les fonds ont été bloqués par LinkedIn entre les deux. Alors il y a des plateformes de LinkedIn, ce type. Ça centraliserait, mais on a compris l'idée, quoi. Oui, mais il y a des outils de ce type qui se développent. Là, ce qu'on est en train de faire avec Lomaz, là, dont je te parlais tout à l'heure, on est en train de créer une plateforme de DAO pour permettre aux gens d'accéder plus facilement. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait tout un millefeuille en fait d'outils pour faire une DAO. Ouais. Bon, étant donné que c'est des choses qu'on peut appeler librement, on a pu les rassembler au sein d'une interface où est-ce que tu crées ton organisation, tu crées ton trésor, et bah derrière tu invites des membres. Et donc tu te retrouves avec un petit portail où est-ce que tu as tes membres et tu peux valider des transactions. Tu peux également associer des tâches, créer des projets, faire des tâches, et sur chaque tâche déterminer un paiement qui sera effectué quand le travail aura été réalisé et validé. Donc ça, c'est un exemple d'application au business de ce que peut être une DAO, et l'avantage, c'est que ça fluidifie énormément les échanges, la rapidité des paiements. Effectivement, comme tu le dis, on peut envisager ça plus tard, quand on sera passé au sein de la régulation, de pouvoir se dire, bon ben voilà, avec telle société on va travailler ensemble, et ben je suis sûr que je serai payé puisque je vois au sein de la blockchain qu'il y a un montant qui a été effectué et qui est bloqué et qui sera libéré quand la prestation sera faite. Et donc je sais que l'argent en fait il est disponible maintenant. Puisque ça peut arriver qu'on travaille avec des entreprises et finalement on attend de 6 mois voire 1 an pour se faire payer parce qu'il n'y avait pas les fonds qui étaient disponibles. Donc ça peut permettre ce type de solution. C'est qui il y a des boîtes là dont t'as entendu, parce que moi je veux investir là-dedans là. Lomaz. Okay. Lomaz qui fait ça, et puis après il y a toute une galaxie d'acteurs qui en ce moment travaillent à développer et qui défrichent les problématiques techniques, les problématiques d'expérience utilisateur et les problématiques juridiques pour permettre d'avoir ce type de solution. Tu vois, parce que ça pour le coup j'y crois vachement, hein. Enfin, là on sent vraiment une utilité, et je me disais les gouvernements ils pourraient passer en DAO, tout le monde s'en porterait mieux. Alors, tu sais quoi, c'est marrant. L'Élysée en DAO. Je me faisais la réflexion tout à l'heure que finalement, si tu regardes bien, en fait, c'est déjà quelque part une DAO, sans le côté. On vote pour la tête et ensuite on perd la main, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'on est
une communauté qui a décidé de mettre en commun un capital qui est prélevé au travers de l'impôt, et ce capital-là, on l'investit dans l'éducation pour développer des nouvelles compétences, on l'investit dans des infrastructures pour pouvoir développer de nouveaux services, de nouveaux produits, donc développer de nouveaux business. J'ai quand même l'impression que les membres de ta DAO trouvent qu'on leur prend beaucoup trop de capital de la poche pour réaliser tout ça quand même. Mais ce que permet la DAO, c'est de pouvoir rassembler un capital pour avoir plus de force et après en tirer des bénéfices selon si on veut faire plutôt du service. Alors de ce point de vue-là, je suis d'accord, ça fonctionne déjà comme ça. En revanche, le sentiment que beaucoup de gens ont, c'est une fois qu'on a voté pour le gouvernement, on n'a plus la main et on sait pas trop ce qui se passe. Alors que là, si on profitait, donc là il y avait la partie trésor, effectivement comme tu l'as dit, qui fonctionne. En revanche, sur la partie des affectations, on pourrait se dire, en fait, les citoyens, ils vont pas voter tous les 5 ans, ils vont pouvoir voter en temps réel pour telle et telle proposition. Tout à fait. Alors, je pense que on ira vers des choses comme ça. Après, je sais être pas dangereux quand même pour certaines. Oui, alors après, va-t-on en guerre avec tel pays? Il y a peut-être des trucs où il vaut mieux laisser des experts, des stratèges de l'armée en discuter plutôt que de se dire on va voter avec nos smartphones, quoi. Il y a le parti pirate qui est un parti politique qui souhaite s'appuyer sur ce type d'outils pour promouvoir une politique différente. Bon, voilà, mais une fois qu'on a dit ça, et pour rester vraiment dans le domaine DAO et quitter un peu la politique, on a les mêmes problèmes. C'est-à-dire que c'est une question de gouvernance, c'est une question politique au sens philosophique du terme, c'est-à-dire de vie en cité, en communauté. Il y a un problème de fatigue du vote au sein des DAO, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas forcément super bien. Il y a les DAO représentent 9,3 milliards de dollars aujourd'hui en termes de trésor au global, de trésorerie au global. Mais après, tu as des disparités énormes, certaines qui sont très grosses trésoreries, d'autres beaucoup moins. Donc ça fonctionne, mais ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est compliqué, par exemple, de faire voter les gens. Et ça se comprend parce que si t'es dans 3-4 DAO, c'est-à-dire que tu dois regarder chaque proposition, et donc passer du temps, et ensuite aller voter pour ça. Donc, on a un phénomène de fatigue qui s'installe. Tu peux avoir des gens aussi qui sont membres de la DAO parce qu'ils se disent, tiens, ça va prendre de la valeur, ou tiens, ça me permet d'accéder à tel forum de discussion, je suis plutôt pas mal, mais qui n'ont pas forcément envie d'aller voter. Donc, il y a aujourd'hui ce problème-là. Il y a différentes solutions qui les adressent. Donc ouais, la fatigue du vote apparaît. La délégation, c'est par exemple une solution pour ça. Donc c'est-à-dire, voilà, moi j'ai des jetons pour voter, mais je vais aller le confier à telle ou telle personne et qui va s'occuper du vote à ma place, pour qui je fais confiance. On en revient. Ça s'appelle des députés, mais ouais, non, mais c'est intéressant. Et effectivement, je l'avais pas du tout considéré. On se dit c'est génial, tout le monde peut voter pour tout, mais en fait, dans les faits, les gens ils ont une vie et ils peuvent pas tous les soirs aller regarder les 5 nouvelles propositions, voter pour, contre. Alors, tu sais, au début, tu me disais que la DAO c'était quelque chose qui restait mystérieux. Même ça l'est moins maintenant. Ça fait 58 minutes et 16 secondes qu'on a défriché. Normalement, les choses sont claires. Je l'espère. Mais c'est compliqué parce que à la fois c'est quelque chose qui s'adapte à différentes communautés, différents modes d'organisation, et chaque cas va être un peu différent. Donc ce qui fait qu'il y a une diversité de contextes et d'outils qui sont disponibles. C'est pour ça que c'est compliqué de dire voilà, la DAO c'est ça. C'est-à-dire la DAO c'est à la fois un processus, c'est une façon de travailler ensemble, mais ça se matérialise dans plein de formes d'organisation différentes. Et donc sur ces questions-là, t'as certaines personnes qui vont dire voilà, on va mettre une sorte de hiérarchie assez stricte et des répartitions, on va dire du pouvoir. Il y en a d'autres qui vont dire on reste très horizontal et tout le monde peut voter pour tout. Donc ça dépend après des et après dans ta gouvernance, tu peux aussi dire en fait on va voter que des trucs majeurs, ça se passera 2 fois par an.
Et il y aura pas des nouvelles choses qui peuvent sortir du chapeau tous les 4 matins, parce que sinon on sait que ça marchera pas en fait. C'est ça. Et après, effectivement, il y a des systèmes qui vont limiter, par exemple, l'inflation des propositions, de dire bon bah voilà, celui qui propose, qui fait une proposition, il engage à certains montants, et si c'est rejeté, il va perdre ce montant. Okay. Donc il y a pas mal de tests et de choses qui sont en train d'être travaillées dans ce sens-là. Un second point qui a cité là-dessus. Donc c'est de la démocratie des riches, ton histoire, hein, quand même. Ceux qui ont le plus d'argent peuvent faire plus de propositions. Oui, alors la DAO comme le Web3 va pas résoudre tous les problèmes de l'humanité. On restera humain. Mais tu as complètement raison. C'est un des problèmes, c'est le problème de représentation. Donc c'est ce qu'on appelle cibler l'attaque. Ok, terme technique. C'est, on va dire, une attaque qui cherche à avoir 51%. Du vote ou du pouvoir de validation, et afin de pouvoir faire passer les propositions. Donc ça, c'est un danger qui existe. Tout à l'heure, je te parlais de la DAO de Juno, voilà, qui s'est fait surprendre par ce type d'attaque. Il y a d'autres choses qui peuvent être mises en place. Donc, par exemple, le fait de se dire, au lieu d'avoir un token, un jeton pour un vote, c'est un wallet pour un vote, donc que tu aies un token ou que tu en aies 10 000. Même part de voix. Il y a le quadratic voting qui est mis en place par Gitcoin, dont je vais te parler juste après, qui là permet en fait de diminuer l'impact du nombre de tes jetons. Donc c'est un peu un système intermédiaire. Selon le nombre de personnes qui va voter, selon le nombre de jetons, il y a différents calculs qui sont faits, que je pourrais pas te dire là, mais qui vont permettre du coup de rendre la chose, on va dire, plus démocratique au sens où tu parles. C'est notamment important pour Gitcoin. Gitcoin, qu'est-ce que c'est ? C'est une DAO qui va promouvoir le développement du Web3 au global et financer des projets. Donc il y a une bourse, il y a différents rounds, différents cycles d'investissement qui sont faits, et ils vont demander aux gens de la DAO donc de voter pour ces projets, et les projets qui sont sélectionnés seront financés. Ok. Donc là, typiquement, lui, je pense, a des smart contracts qui sont automatisés, qui permettent de dire, bon bah voilà, si j'en ai 10 dans la liste, automatiquement, ils auront 10% du fonds qui a été alloué, qui était rassemblé pour ce vote. Ok. De façon dynamique. Est-ce que tu en as un dernier pour la route ? Ukraine DAO, qui a été fondée pour mettre en place une collection de NFT pour supporter l'effort de guerre ukrainien, voilà, tout simplement. Et donc qui a récolté des fonds et qui a fourni ces fonds à l'armée ukrainienne. Donc là, pareil, smart contract, on est sûr que l'argent est arrivé au bon endroit, etc. Oui. En fait, ouais, il peut y avoir pas mal d'applications qui permettent de tracer ce qu'on a fait dans le mécénat, en fait. Oui. Ok. Oui. Passionnant. Merci Frédéric pour cette heure passée ensemble et ces éclaircissements qui, tu vois, je me renseigne pas mal depuis qu'on monte les formations et on en apprend tout le temps. Mais j'apprends également tous les jours en regardant ce qui se fait, en découvrant des projets, et c'est vraiment très chouette de voir qu'il y a des gens qui passent autant de temps, autant d'efforts à essayer de créer des nouvelles façons de fonctionner ensemble. Et c'est, voilà, il y a l'aspect spéculation, crypto qui est fortement décrié, mais là c'est bien de pouvoir en discuter ensemble et d'expliquer un petit peu ce sujet passionnant que sont les DAO. Merci Frédéric. Merci Alexis.